à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Au Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer un grand défi qui bloque le développement de la République démocratique du Congo. C'est le défi d'accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, le rapport de la Banque mondiale indique que 22% seulement des dessertes en électricité. Vous comprenez? Alors que la République démocratique du Congo regorge des potentialités énormes en matière énergétique. Et donc, comment relever ces défis? Comment faciliter l'accès à l'électricité pour tous les ménages de la République démocratique du Congo? C'est un grand défi qu'il faut relever. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Sébastien Massiala, technicien supérieur. Il s'y connaît, il est dans ce secteur depuis plus de 40 ans. Et il a évolué beaucoup plus en France, mais avec beaucoup de contacts permanents en République démocratique du Congo, son pays. Et il y vient tout le temps. Il a fait le tour du pays. Il connaît quelque chose. Nous l'avons accroché pour qu'il puisse nous expliquer comment est-ce que nous pouvons relever ces défis. Monsieur Sébastien Siala, bonjour. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'y inviter aussi. Je suis très, très flatté. Voilà. Vous êtes technicien supérieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement à nos téléspectateurs? Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je me présente. Je suis monsieur Sébastien Siala Massiala, enfant du pays. Et j'ai évolué à Marseille, en France, professionnellement. Donc, dans les années 85, pour ne pas trop détailler, j'ai quitté l'Hexagone, j'ai quitté le Congo, le pays pour la France. Et c'est là où j'ai repris un peu les études dont le niveau était un peu bas. Et après, j'ai passé le concours pour entrer à EDF. EDF, c'est l'entreprise qui est considérée comme la SNEL, mais de la France. Et là vous êtes entré là-bas comme... travailleur technicien? Non, comme travailleur apprenti, parce que je n'avais pas assez de niveau. Donc là-bas, j'étais formé sur place, tout en travaillant pendant 6 mois. Alors j'avais reçu d'abord le CAP, après je suis allé à Nancy pour me perfectionner. J'ai fait 2 ans pour être technicien supérieur, ce que je suis actuellement. Et j'ai évolué pendant, disons, 35 dans les réseaux électriques. Et les 5 dernières années, j'ai fait autre chose parce que j'étais aussi chef d'entreprise là-bas. D'accord. On peut vous appeler ingénieur? Ingénieur, en fait, il me manquait 2 ans pour devenir ingénieur. Donc, je suis juste technicien supérieur. Et par contre, j'ai la capacité, je forme, je corrige, j'ai validé les acquis techniques des ingénieurs en France. En Israël, j'ai formé les agents pour travailler entre Kibbutz, Tel Aviv, et entre Kibbutz et Jérusalem aussi sur le réseau aérien. Ma intention. Ok. Voilà. Donc ça signifie que technicien supérieur, vous avez quand même dû affronter beaucoup de défis dans votre secteur d'électricité. Effectivement. Alors vous avez été en France dès les bas âges, vous l'avez dit, vous avez suivi des formations. Quels sont les grands problèmes auxquels la France a fait face dans le secteur de l'électricité et comment la France s'en est sortie? Parce que souvent, on ne parle pas de l'estage en France. Oui, bon, vraiment, c'est très rare que ça arrive. Ça pouvait arriver, ça arrive aussi des fois quand il y a des tempêtes, par exemple. Une fois, c'est arrivé dans les années 92. Il y a eu une tempête qui a ravagé beaucoup de forêts. Les réseaux aériens étaient souvent par terre. Donc la mobilisation de la population était quasi générale pour remédier. Alors, tous les petits villages de la France sont alimentés au jour d'aujourd'hui. C'était une mobilisation nationale qui avait fait en sorte que l'énergie était indispensable pour le développement et que ces petits villages, par rapport au froid, il fallait les apporter du courant pour qu'ils puissent se chauffer.
Alors c'était une nécessité vitale pour tous les Français. Donc actuellement, toutes les villes, tous les villages ont du courant électrique et stable. Alors le défi majeur, c'était le traitement des perturbations. Ouais. Alors les perturbations se trouvent dans toutes les installations électriques. C'est ce qu'on appelle les défauts, soit les échauffements, Ouais. ou les surcharges, les aléas qu'on peut dire comme ça. Ouais. Voilà, donc ça se trouve dans toutes les installations. Alors la France a mis les moyens, c'est-à-dire il a mis en place des systèmes de contrôle des défauts en permanence, des CPI dans toutes les cabines, dont les techniciens sont bien formés. Ils ont les habilitations électriques, chose que nous ne faisons pas encore. Ouais. Je pense que dans l'avenir, on le fera. Les agents sont habilités, ils sont responsables de tous leurs actes. Donc ils savent de quoi s'appliquer pour que leur travail soit couronné de succès. D'accord. Alors, faisons quand même un pas en arrière. Oui. Qui dit électricité voit la production, le transport, la distribution, la consommation, voilà. la commercialisation. Exactement. Voilà. Alors, commençons par la production. Qu'est-ce que la France a fait pour produire continuellement l'électricité alors qu'il n'a pas de potentialité naturelle? Exactement. Comme la République démocratique du Congo? Nous, on a tous les atouts. Alors la France, en fait, il avait commencé par les centrales thermiques. Ouais. Centrales thermiques, c'est ce que nous connaissons au jour d'aujourd'hui chez nous. On a beaucoup de groupes électrogènes. Hein. C'est des productions thermiques qui permettent à tout le monde d'avoir du courant. Ouais. Pratiquement autonome, en autonomie totale, quoi. Ouais. Alors ils avaient commencé par là, mais les besoins étant croissants par rapport à l'augmentation de la population démographique. Donc effectivement, les usines qui s'est créée. Alors ils ont commencé à travailler sur les hydroélectriques. Ils ont quelques fleuves, ouais. Ils ont essayé d'exploiter. Ce n'était pas suffisant non plus. Ils sont passés par les centrales thermiques à charbon, quelques années plus tard. Et ils ont fini par le nucléaire, hein, l'énergie produite par la fusion du nucléaire. Là, ils se sont bien développés parce que la France actuellement alimente une bonne partie de l'Europe. Donc, ils ont un système qui permet d'alimenter tous les voisins. Et ils produisent le courant vraiment à grande échelle pour revenir aux besoins des pays. Et pour la production, si j'ai bien suivi, ils ont la France n'utilise pas l'hydroélectrique. Ouais. Si. Il y a beaucoup de centrales hydroélectriques. Pas beaucoup, hein, mais de petites capacités. Mais la base, c'est le nucléaire aujourd'hui. Actuellement, c'est le nucléaire qui domine parce que ça permet d'avoir beaucoup de puissance qui parcourt pratiquement la moitié de l'Europe, sinon toute l'Europe. Et pour les transports, vous avez tout à l'heure... Alors, pour les transports, ils ont le réseau de 400. Vous avez parlé de la tempête qui avait ravagé une bonne partie des lignes des réseaux. Ouais. Et ça arrive de temps en temps. Maintenant, ils ont opté pour les réseaux souterrains. D'ailleurs, quand vous regarderez Paris, hein, c'est les galeries souterraines qui transportent les câbles, qui transportent le réseau, qui alimentent toute la ville. On ne voit pas les poteaux. Ouais. Pas de poteaux. C'est dans le périphérique qu'on trouve. Donc, ils avaient opté pour les réseaux souterrains, ouais, pour protéger ces réseaux aux aléas éventuellement des tempêtes ou des pics de froid. Souvent, quand il fait trop froid, la glace s'émet sur le réseau, ouais, et ça crée aussi des surpoids qui fait tomber souvent les câbles ou qui mettent en court-circuit le réseau qui crée des dégâts. La distribution est normale? Alors, la distribution est stable. En fait, ils ont chaque point de livraison, ils ont des groupes d'appoint. Ils ont des groupes d'appoint qui délestent, en fait, dès qu'il y a problème sur le réseau, ouais, les groupes de secours ralimentent la population. Donc, la population ne souffre pas de délestage comme nous le vivons au quotidien. Voilà, là c'était juste d'entrée de jeu pour comprendre un peu la France où vous avez vécu et dans les secteurs. Mais la France et la République démocratique du Congo, la France entre en RDC 4 fois. Donc la RDC est plus vaste. Très, très grand. Mais la différence, la RDC a beaucoup de potentialités, effectivement, naturelles qui peuvent fournir l'électricité, mais on ne parvient pas. 40 ans après avoir vécu de l'autre côté,
vous revenez au pays pour apporter votre contribution. Est-ce que, au niveau d'abord de la production, est-ce que nous pouvons produire jusqu'à 80-90%? On a les capacités. On a les capacités. J'étais en visite de différentes centrales hydroélectriques de la République, qui est gérée par la SNEL. Il y a d'abord, je crois que l'une des premières centrales qui a été créée dans les années 30, de Mwadingusha. Mwadingusha, c'est dans quelle province? Dans les Hauts-Katanga. Ah, dans les Hauts-Katanga. J'étais là-bas, j'ai regardé, j'ai discuté avec les gérants, les gestionnaires de cette centrale-là. Ouais. Ils m'ont dit effectivement, historiquement, les engins ont été bien conçus pour rester le plus longtemps possible. Il suffit de maintenir des entretiens, quoi. Ouais. De bien engraisser les axes mobiles. Et la production doit être aussi sécurisée pour le transport. Mais là, actuellement, ça part tout ça dans les Kolwezi ou vers le Lubumbashi pour la production minière. Je crois que c'était conçu pour cet effet. Et puis ça alimente aussi les villes environnantes. Alors ici, on a Inga qui nous produit beaucoup de mégawatts que nous pouvons consommer avec aisance pour la ville de Kinshasa. Et il y a un paramètre qu'on avait mis un peu de côté qui doit être pris en compte dès la compréhension profonde de la notion électrotechnique. Hein. Ouais. Parce que c'est ça en fait qui nous fait défaut. C'est l'application des normes. C'est l'application des normes qui fait que les câbles chauffent, les transformateurs brûlent, et on se retrouve à cet état de fait qui est à délestage. Délestage incontrôlé parce que ça coupe. On vient, on bricole, ça recoupe. On vient, on bricole, donc on ne peut pas gérer. L'application des normes. Nous allons nous focaliser sur l'application des normes, mais vous avez fait le tour de la République démocratique du Congo, vous avez été dans presque toutes les provinces. Hein, effectivement, oui. Pour faire l'état des lieux. Voilà. Quels sont les grands problèmes qui minent les secteurs d'électricité et qui empêchent la production dans des provinces et même ici dans la capitale? Bon, c'est les problèmes de la considération et puis du leadership. Les problèmes de la considération. Ça signifie... En fait, il y a des potentiels techniques, il y a des agents, des personnes comme vous et moi, qui peuvent avoir des initiatives, mais ces initiatives ne sont pas soutenues par éventuellement les financiers ou les bailleurs de fonds ou même l'État. Ou les politiques. Ou les politiques, voilà. Ils ne soutiennent pas la considération. La considération. Donc, après avoir soutenir fait le tour, vous avez trouvé qu'il y a un problème de considération. Considération parce que les gens se débrouillent finalement. Je vous donne un exemple concret. La première ville que j'ai visitée, c'était Gemena. Ouais. Alors j'ai pris l'avion à Njili, je suis allé à Gemena. Je suis resté pendant 2 semaines. C'est vrai que 2 semaines, c'est peu pour bien comprendre les choses. Hein. Mais j'observais comment les jeunes se débrouillaient. Alors ils avaient acheté des groupes. Les soirs, ils alimentaient des magasins. Juste hôtels, pour la lumière. La lumière, oui. Quelques frigos fonctionnaient en même temps. Les bars fonctionnaient en musique. Donc, vraiment, avec leurs petits groupes autonomes. Hein. Et le lendemain, ils récupéraient les sous. Ils récoltent les fonds. Ils achètent l'essence pour alimenter leur groupe. Et les soirs, ils refont pareil. Voilà, ça, c'est des choses, c'est des jeunes qui prennent des initiatives comme ça, qu'on pouvait même encourager pour étendre leur champ de distribution de réseau et pour produire un peu plus. Quitte à leur donner un peu de moyens, qui achètent des grands groupes au lieu de garder le petit, et ainsi de suite. Voilà, c'est des initiatives comme ça qu'on peut encourager. Ils utilisent les groupes, mais aux côtés du fleuve qui coule. Aux côtés du fleuve qui coule, sur lequel on pouvait donner même, beaucoup plus. On pouvait même créer, parce que c'est vrai, les centrales hydroélectriques, ça coûte trop cher pour faire le barrage. Mais il y a l'autre système qui existe, une vis d'Archimède. Une vis d'Archimède, en fait, c'est une vis qui tourne sans fin, qu'on place suivant le cours d'eau, et qui tourne, qui produit du courant sans forcer. Et ça peut aussi nous aider à... Ce n'est pas coûteux. Les vis, vous avez dit une vis d'Archimède. Archimède, voilà. Alors, on les fabrique en Turquie, on les fabrique en Chine aussi. Il suffit qu'on achète une ou deux, et bien on le démonte, on reproduit ici, on fabrique d'autres. On en a la capacité. Il y a plein de soudeurs en RDC. Il y a plein de gens qui font le fer, ils fabriquent d'autres pièces. Donc on peut utiliser cette intelligence-là pour refabriquer nous des pièces qu'on pouvait racheter pour produire nos propres matériels de production énergétique. Un peu partout, hein, à effectivement, un peu partout on peut déjà commencer à ça. On peut déjà commencer à ça. Donc, en attendant les gros investissements. Voilà, effectivement, en attendant les gros investissements. Il ne faut pas qu'on attende des autres.
Parce que tout ce qui est fait par l'homme peut être refait par l'homme. Alors là, c'était Guémena, une petite expérience que vous avez vécue. Et vous avez dit qu'il y a un problème de considération. Oui. Donc on doit considérer les intelligences congolaises qui existent et les utiliser. C'est ce que vous voulez dire. Effectivement. Et après, vous avez dit qu'il y avait encore quel problème qui empêche la production? Alors, c'est les initiatives qui n'est pas considérées. Et puis, il y a les démarches administratives. Ouais. Pour avoir les autorisations. C'est vraiment... et des fois, j'ai rencontré lourd, hein. Très, très lourd. J'ai rencontré quelques personnes qui souhaitaient effectivement investir dedans. Ouais. Et les formalités étant tellement longues, le prix à payer, non seulement ils peuvent payer, soi-disant, guichet unique, mais il y a des petits monnaies qui doivent être donnés par des agents qui viendront inspecter la zone où vous allez vous installer. Ça coûte trop d'argent. Pour le bien national, ce n'est pas normal. Il faudrait que l'État s'implique beaucoup plus pour assouplir ces complexités-là. Donc les formalités doivent être assouplies pour développer le bien de notre nation. À part ça? Bon, à part ça... Les deux seulement, la considération, les formalités, non, bien sûr. Ça empêche la production? Dedans, il y a la créativité aussi. Donc si on arrive à produire nos propres matériels, on n'aura pas besoin de recours à l'étranger. Sinon, si on achète le matériel de l'étranger, on revient ici, il faut qu'on le refasse nous-mêmes. Qu'on fasse des efforts. Suivons l'exemple des Indiens. Ils ont acheté un vélo, ils ont fabriqué le vélo chez eux. Les Chinois, pareil. Ça, c'est une dimension. Mais effectivement, il faut qu'on soit innovante, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, on invente, non, on crée, on copie ce qu'on a acheté. On reproduit. Ça peut nous permettre d'avancer. Est-ce que nous sommes à la hauteur de le faire, comme ce que vous dites là, acheter une centrale, par exemple, reproduire sur place pour les déposer dans les différentes oui, nous sommes capables. Ils sont humains, nous le sommes aussi également. Tout ce qui est fait par l'homme peut être refait par l'homme. La technique est à la portée de tout le monde. Hein, comme j'ai parlé de normes, j'ai discuté avec certains professeurs qui me disaient, bon, nous, on a des normes chinoises, normes indiennes, non, ça n'existe pas. Hein? En électricité, on a les seules normes qui existent, c'est ce dont toutes les nations du monde exploitent. Donc c'est cela que nous devons prendre, pas chercher droite à gauche. Les profs même sont un peu perdus par rapport à ces notions de normes en les adoptant, en comprenant comment procéder, et tout sera possible pour nous. Alors, parce que vous avez été dans les différentes installations de la SNEL, hein, qui est la Société nationale d'électricité, exactement. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté énorme qui empêche l'accès, la production pour permettre aux uns et aux autres d'accéder à l'électricité? Quelles sont les difficultés de la SNEL? Les difficultés de la SNEL, en fait, sont un peu énormes de l'autre côté. Parmi les problèmes. Oui, parmi les problèmes. Mais la SNEL, c'est une société qu'il faut encourager, premièrement, parce que c'est une société qui travaille très, très dur pour essayer de faire le mieux ce qu'il peut. Ça veut dire qu'il souffre. Il souffre. Et pourquoi il doit souffrir? Alors, il souffre parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a d'abord la méconnaissance de la réglementation de ses employés. Et puis l'exploitation de journaliers qui perturbent, parce que souvent on confie des missions à des journaliers qui sont incompétents. Alors il y a un manque d'habilitation électrique. Des journaliers qui ne sont même pas engagés. Qui ne sont pas engagés, peut-être qu'ils deviendront, parce que certains sont engagés plus tard. Hein. C'est-à-dire que ça permet d'avoir de quoi manger pour ces jeunes-là au lieu de déambuler dans les rues. C'est bien ce que fait la SNEL. Ça récupère cette jeunesse-là pour le former en même temps en les exploitant. Et après, ils deviennent titulaires. Ça, c'est bien de ce côté-là. Mais ils doivent être engagés. Ils doivent, parce que ils les deviennent plus tard. Quand vous êtes journalier sans être engagé, en cas d'accident, voilà, c'est ça. C'est ça une partie des problèmes qui accablent un peu la SNEL. Mais sinon, c'est une grande entreprise qui mérite des encouragements, éventuellement, des suivis techniques de la part du ministère de l'Énergie. Parce que cette entreprise SNEL a des potentiels, a les capacités financières, et il a les moyens de former ses employés pour fabriquer leurs propres outils de travail, comme a été développé la SNEL, la EDF à son temps, avec les certaines centrales qui est soutenue, financée par EDF même. Donc la SNEL peut aussi soutenir des projets, des créations de sources d'énergie, et puis des distributions,
des transports et des distributions au niveau des consommateurs de l'énergie électrique. Voilà. Alors, à faible taux d'électrification, nous l'avons dit en introduction, 22% seulement des ménages sont desservis. Alors, d'énormes difficultés liées à la production, la distribution, le transport et les financements. Pourquoi sommes-nous arrivés jusque-là aujourd'hui? Parce qu'au début, Kinshasa ne connaissait pas non, il ne connaissait pas de délestage. Ouais. D'autres grandes villes comme Lubumbashi, Kisangani, Matadi ne connaissaient pas de délestage. Mais aujourd'hui, c'est partout et à tout moment, ça devient monnaie courante. Et très peu seulement de ménages sont desservis. Alors, voilà. Il y a deux problématiques qui sont liées à la technicité des choses. C'est-à-dire, l'électricité, quand tu arrives à la maison, il y a des règles. Ces règles-là font partie des normes 1500, 1400 pour la distribution, 1300 pour la moyenne tension. Donc en fait, il faudrait que la SNEL ait la possibilité, ou l'État doit demander, qu'il y ait la possibilité d'avoir une sélectivité nationale. La sélectivité nationale permettrait d'isoler les problèmes à la source. Sélectivité nationale. Ça veut dire? Ça permettrait d'avoir tous les points de livraison avec cet élément qui est indispensable, qui est l'AGCP. Pour les professionnels, ils comprendront. Si vous tapez sur Google AGCP, vous comprendrez, vous verrez ce que ça veut dire. C'est indispensable pour toutes les installations électriques, qui ferait en sorte que tout problème qui proviendrait de chaque ménage serait isolé dans ces ménages-là, là où il y a problème. Donc ça protégerait éventuellement les réseaux SNEL, dont j'avais dit au départ que la SNEL étant victime numéro 1 de tous nos bricolages et toutes nos installations qui sont mal faites. Et donc, tous les défauts créés par nos différentes installations bricolées, eh bien, les défauts retournent par effet magnétique à la SNEL. C'est ce qui fait que la SNEL, les transformateurs brûlent, les câbles chauffent. Et brûlent même. Brûlent même, voilà. Et tout ça, ça fait partie des aléas que la SNEL est victime, dont la population devait être mobilisée pour que chaque maison ait son tableau 1500. Donc ça peut éviter les incendies. Ça va éviter beaucoup d'incendies. Effectivement, oui. Ça éviterait beaucoup d'incendies. Et puis d'ailleurs, c'est une loi qui devait être prise en compte par rapport au ministère de l'Énergie pour inciter à l'État d'obliger qu'il y ait la possibilité d'avoir la sélectivité nationale. C'est indispensable. Ce que vous dites ici, Monsieur Sébastien, est-ce que c'est théorique ou c'est pratique? Parce que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans un secteur où des choses ne doivent pas être virtuelles. Non, c'est pratique. Des choses pratiques. Effectivement. Voilà. Ce qui est juste, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, chez vous, vous pouvez mourir électrocuté. Parce que rien n'est sauteré. Si vous êtes en contact entre phase et net maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, j'ai constaté que certaines maisons sont aux normes, mais ça vient d'être fait maintenant. Toutes les autres maisons, au jour d'aujourd'hui, ils ont été alimentés en triphasé, mais ils n'ont pas de triphasé à la maison. Alors c'est eux-mêmes qui gèrent le réseau en bloquant complètement les gestionnaires des réseaux officiels, qui est la SNEL. Donc parce qu'eux, ils gèrent à la maison. Vous sentez que la SNEL n'a pas la même mise sur non. Les réseaux de distribution est géré par les consommateurs. Parce que c'est eux, le consommateur, qui changent de phase à leur propre gré, à leur propre volonté. Donc, du coup, le gestionnaire ne sait plus calculer la puissance distribuée, ne sait plus suivre, il y a des déphasages, les déséquilibres des phases, que lui-même ne sait plus gérer. Parce que c'est les gens qui gèrent chez eux. Ils ont les triphasés sans avoir un moteur triphasé, ni des lampes triphasées à la maison. Ça perturbe les réseaux. Alors, la loi doit imposer et que tous les usagers de l'électricité chez nous, pour permettre à une bonne gestion, éventuellement on garderait beaucoup de puissance à distribuer aux autres, d'alimenter tout le monde en mono. Ça permettra d'équilibrer les phases par les gestionnaires et de plus chauffer les réseaux, et de plus surcharger nos transformateurs. Lorsque vous parlez comme ça, je vois une maison. Vous parlez pour une maison. Une maison. Imaginez à Kinshasa, plus de 20 millions d'habitants. Ah, c'est du travail qui doit commencer par quelque part. Si on ne fait rien... Et puis, ça, c'est Kinshasa. En province. Transplantons, plutôt transposons-nous dans une autre ville, Lubumbashi. Et puis,
et Kisangani, Goma, partout là. Oui, oui. C'est énorme le travail. Croyez-moi, monsieur le rédacteur, cette utilité-là, ces besoins dont je viens de citer, est indispensable pour que demain la SNEL puisse sortir la tête haute et que la RDC se développe. C'est obligatoire d'avoir les points de livraison normalisés. Dans chaque ménage. Dans chaque maison, chaque ménage, chaque bureau, chaque école, chaque point d'utilisation de l'énergie électrique doit avoir une sélectivité qui isolerait les problèmes à la source. Donc, toutes les perturbations qui seraient créées par ces installations-là seraient isolées qu'à cette zone-là. Ça ne pourrait plus polluer les réseaux SNEL. OK. Pour éviter des catastrophes, parce que des incendies. La SNEL essaye pour le mieux de faire son travail. La production il y est, les transports il y est aussi. Et la distribution s'est fait tant bien que mal, mais le problème qui est là, c'est que les défauts, les perturbations créées par les utilisateurs ne sont pas gérés. Ne sont pas gérés. Et c'est les sujets sur lesquels... Lorsqu'on prend la somme de tout ce qu'il y a comme perturbation, toutes les pertes ça énergétiques rentre sur les réseaux de la SNEL. Ça pollue la SNEL. La SNEL tremble, la SNEL pleure. Hein, j'ai fait les formations aux agents SNEL. Et cette dimension-là n'est pas gérée au niveau de la SNEL, pourquoi? Je suis en train d'évoluer. En fait, j'ai formé déjà beaucoup de gestionnaires des réseaux de la ville de Kinshasa. Je suis allé à Inga, Matadi, Boma, Kisantu. Actuellement, j'étais dans le nord. Là, il faut que je reprenne encore avec tout ce qui gère les sous-stations. Alors, l'application des normes impose cette réglementation qui ferait en sorte que la SNEL demanderait obligatoirement à tous les utilisateurs d'énergie d'avoir leur AGC. Alors, l'utilité de cet organe indispensable pour protéger nos enfants et nos biens est indispensable pour aider la SNEL à faire face aux défis de développement que notre pays attend. D'accord. Alors, parce que vous parlez beaucoup plus des normes, donc depuis que la SNEL a commencé, elle n'a recours à aucune norme à vous entendre parler? Non, bon, ils ont des normes que je ne comprenais pas, quoi. Depuis, je suis avec eux, ça fait 5 ans. On me parle de normes, mais j'ai demandé le document pouvant me référer pour lire ces normes-là. On ne me l'a jamais fourni. Et que moi, je les ai donné des références. Alors, les normes dont vous parlez, ce sont des normes européennes, internationales ou françaises? Bon, voyez-vous que l'histoire de l'énergie électrique, l'histoire de l'électricité, ce n'est pas congolais, ce n'est pas africain, c'est même pas américain d'ailleurs, c'est plutôt européen. Hein, Monsieur Lentz, Monsieur Volt, Monsieur Franklin, hein, tout ça c'est des Français. Hein. Monsieur Weber, tout ça c'est des Allemands, des Belges ou des Anglais. C'est tous européens. La Chine était venue bien après, quelques années après, aller chercher en Europe comment ils ont produit l'énergie électrique. Ils ont récupéré les données techniques, ils sont allés produire là-bas chez eux. Les Canadiens, pareil. D'ailleurs, le Canada, c'était la France qui a tout amené là-bas. Vous voyez? Donc, les normes électriques, l'électricité, l'énergie électrique est premièrement produite chez eux. En Europe. Donc, automatiquement, à la production, ils ont su tous les risques et tous les bienfaits que cela pouvait avoir pour le développement de toutes les nations. Nous devons, tout simplement, copier leurs exemples, tout simplement, comme font toutes les nations. On ne peut pas commencer à nous de reprendre à zéro pour créer une centrale en imaginant les champs magnétiques, les enroulements, comment ils vont se déplacer pour créer notre force électromotrice, pour aller en faire... Mais c'est trop loin. Et ils sont morts déjà, mais ils ont laissé l'histoire. Nous devons tout simplement référer à eux. On doit se référer. Donc, vous voulez dire que tous les États du monde se réfèrent aux normes européennes. C'est la base. Après, chacun modifie un peu pour différencier un peu par rapport aux autres. C'est ce que les Anglais ont fait. Ils ont leur prise qui sont différentes de nôtres. Hein, les prises avec la terre qui sort comme ça. Et ils ont la prise de la terre est dedans. Vous voyez, c'est bon. Mais c'est la même chose finalement. C'est la même chose. Ça fait passer le courant. Et effectivement. Voilà. Donc, alors, parce que qui dit norme dit loi, non? Effectivement, c'est la réglementation. Il y a la loi sur les principes généraux
dans le secteur de l'électricité en RDC, vous avez quand même pu lire oui, j'ai lu, ouais. la loi. Quelles sont les failles? Est-ce que la loi évoque les normes dont vous parlez? Oui, ça parle des normes brièvement, sans les nommer, sans les citer, mais il parle plutôt de la libéralisation du secteur, de l'encouragement des entrepreneuriats, éventuellement, des appels au financement des projets. Mais ça ne rentre pas en profondeur. Comment faire, qui fait quoi, quelles sont les normes à appliquer, et quels sont les référentiels, parce qu'il faut que la population congolaise ait la possibilité de chercher quelque part. Hein? De l'autre côté, on ne vend pas les syllabus, on donne. C'est une erreur de vendre les syllabus parce que les syllabus viennent de la pensée d'une personne. Cette pensée-là n'est pas justifiée. Et ça fausse l'intelligence de la jeunesse qui grandissent avec la recherche permanente de connaissances. Et cette connaissance qu'ils devaient recevoir pour développer le pays, pour être utile à la nation, est mise de côté parce qu'après on passe sur l'intérêt privé. Les normes ne sont pas appliquées, c'est méconnaissable chez nous. Ils ne sont pas nombreuses. La loi est incomplète. Est superficielle. Et elle est superficielle, elle est incomplète. Notre loi de 2014, là, qui a été publiée en 2019, j'en ai la copie. Elle est plutôt bien pour les commercialistes, donc les gens qui viennent pour faire du fric, ou bien d'acheter une part de réseau pour vendre, ça c'est bon. Mais par contre, pour créer, aller consommer l'énergie électrique, le distribuer en toute sécurité, non, il n'y a pas de détails de ces côtés-là. Vous voyez vous-même le réseau aérien de la ville de Kinshasa. Alors, est-ce que votre structure Solutions énergétiques africaines, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que quand j'ai vu ça, je me dis, comme il apporte des solutions, est-ce que vous pouvez proposer des améliorations de cette loi? Oui, en fait, permettre aux parlementaires, peut-être dès le retour à la session, pouvoir s'y mettre pour améliorer vite, parce que l'électricité, on n'en a pas, pourtant c'est la base du développement. Nous sommes à la RTNC 2 développement. Effectivement. Nous accompagnons le développement du pays. Donc il faudrait que... Est-ce que Solutions énergétique peut apporter quelque chose? Voilà, dans l'amélioration de... C'est là où j'ai commencé, en fait. Tout commence par la formation de la jeunesse. Pour que nous espérons que notre jeunesse pourrait faire la différence de ce que nous vivons actuellement, vivre des différences ou profiter du bienfait de l'énergie électrique. Il faut que cette jeunesse soit bien formée. C'est l'application des normes dont on évoque, toujours sur les normes. Donc les formations sont à mettre à la première place. Ce n'est pas détaillé dans les normes qui ont été publiées. Et puis comment faire? Quelles normes adopter? Parce que ça existe déjà. Il faudrait qu'on les adopte, qu'on les publie et que tout le monde ait accès. Donc les formateurs, ils doivent se référer de ces normes-là pour que les formés appliquent demain ce qui est juste pour avoir une distribution correcte et une production permanente et puis jouir d'un courant stable. Ça sera gage de notre développement, de notre bien-être. Et désormais, on sera fiers d'être Congolais parce qu'on pourra tout fabriquer chez nous. Le fait qu'on aura un courant stable. D'abord, c'est la formation. La formation. Et adopter les normes qui existent. D'accord. Rapidement. Et donc, avec Solutions énergétiques africaines, vous pouvez former les jeunes dans les secteurs. On le fait déjà. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'attraction dans les secteurs, que ce soit pour la jeunesse que pour les bailleurs de fonds ou les boss ou les patrons, les patrons congolais. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans le secteur. Pourquoi? Mais il faudrait qu'ils s'y mettent. En comprenant l'importance pour notre avenir, il faudrait qu'ils s'y mettent pour financer les projets de formation. Des formations, des normes, d'abord, et habilités. Et les techniciens, tous les acteurs de la filière doivent être habilités pour comprendre le danger et les avantages de l'énergie électrique pour notre développement. Et ils doivent prendre conscience parce que ce n'est pas la peine d'aller ça. On prend l'avion tout le temps, on part, on vient, on part. Mais les avions ont été faits par des gens comme nous. Et ils ont fait parce qu'ils avaient un courant stable pour fabriquer en continu leurs différents matériels. Nous devons nous inspirer de cette façon de faire pour développer notre pays. Voilà. Alors revenons sur les normes en question. Oui.
il y en a combien? Il y a combien de normes? Et elles se basent beaucoup plus sur quoi exactement dans le secteur de l'électricité? Bon, dans le secteur de l'électricité, il y en a plusieurs quand même. Hein. On peut citer peut-être, je sais pas, peut-être dans le 200 000. 200 000 normes. 200 000 normes, parce que ça touche tout ce qui touche les courants, en courant fort et en courant faible. Et il y en a plusieurs. Mais nous, on va se contenter des normes maîtresses. Voilà, oui. Des normes maîtresses. Oui. Donc, vous pouvez nous énumérer quelques... Et si vous donnez... Alors, je vais donner une parenthèse d'abord. Hein, ouais. Parce qu'en fait, j'avais fait une démarche dans les années 2019. J'étais ici au Congo. On me disait non, ça c'est normes européennes, on ne peut pas les prendre. Alors j'ai donné les exemples, tout ça, parce que nous faisons tous la même chose. Ouais. Sauf que pour nous faciliter les recherches, comme nos compatriotes congolais me disaient non, parce que c'est marqué normes françaises, on ne va pas chercher en France pour faire ici. Et pourtant, les lampes viennent de là-bas. Tout ça, ça vient. Mais pour éviter les discussions, je suis allé moi-même en Belgique, dans la communauté ITE, Union Technique Européenne. J'ai demandé comment pouvons-nous faire pour faire des recherches tout en état congolais, chez nous au Congo, pour nous faciliter. Ils m'avaient demandé d'écrire une lettre, là, le jour même, j'ai écrit, ils ont dit, allez-y, on vous répondra. On m'avait renvoyé un mail en me disant que, regardez maintenant si vous pouvez trouver les normes que vous cherchez, en tapant normes congolaises 1500, normes congolaises 1300, normes congolaises 13200, normes congolaises 1400, normes congolaises 11201, normes congolaises ITE 18510. Je viens de citer toutes les normes maîtresses. Okay. Après, il y a... Qui peuvent être appliquées au Congo. Au Congo, on doit les appliquer. Ouais. Si nous voulons que ça change. Sinon, on resterait toujours au même endroit. Là-bas, on ne meurt plus beaucoup électrocutés. Ouais. Les gens qui meurent électrocutés, soit c'est par suicide volontaire, à ce moment-là, on touche au-dessus de sa protection, on peut partir. Sinon, dès qu'on est en aval, par accident comme ça, c'est fini. L'installation protège même les usagers de l'électricité. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on est en contact indirect, les dispositifs de protection sautent. Okay. Donc, ça ne vous laisse pas le temps de souffrir. Et ici, c'est le cas. Et la maison... Et ici, on n'applique rien jusqu'à... Et cette dimension de protection semble être négligée. Hein. De protection des individus, des industries, des matériaux et consorts, apparemment. Vous dites que c'est méconnu. C'est méconnu. Les ingénieurs, quand ils installent, je vais vous apporter un tableau. Je vous montrerai un tableau prochainement. Ouais. Comment on apprend à l'école. Quel type d'éléments qu'on applique, qu'on installe dans nos tableaux. Vous verrez bien que les protections, l'ordre de protection ne sont pas respectés chez nous. Et c'est ce qu'on apprend à nos futurs ingénieurs. Et tous nos ingénieurs appliquent les mêmes règles qui est fausse, dont les schémas, les symboles ne sont pas connus internationalement. C'est bricolé. Et ça, c'est dommage parce que ce n'est pas contrôlé et ce n'est pas dit dans notre réglementation des normes. Là, comment on dit ça, depuis 2014, c'était l'article de loi sur l'énergie électrique. Ouais. On ne parle pas de comment faire, avec quoi et comment procéder. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les normes, d'abord, soient apprises par les ingénieurs, les différents ingénieurs du secteur électrique, et puis soient appliquées? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qu'on a dit au départ. Il faut d'abord la formation. Je suis en train actuellement, je suis en formation avec les agents SNEL, les gestionnaires des réseaux SNEL. Et ça fait 5 ans que ça dure. Donc on peut comprendre que le ministère a quand même mis la main sur vous pour faciliter... les ministres actuels, il était DGA à la SNEL. Il a eu connaissance de ma présence au sein de la SNEL. Et il est même entouré des collaborateurs qui ont mes diplômes. Donc il a encouragé l'initiative. Bon, oui, bien sûr, parce que ça fait partie des éléments indispensables pour réduire les accidents d'origine électrique et après commencer à normaliser petit à petit et réduire les pertes techniques et éventuellement garantir une continuité des services
aux utilisateurs de l'énergie électrique en réduisant les délestages. On peut comprendre que c'est déjà en train d'être fait. Oui, ça a commencé, mais ça n'a pas encore pris d'effet. Pendant 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Mais que vous donnez les normes. Effectivement, oui. Et y a-t-il un changement? Il y a eu un changement. Il y a eu un changement au niveau des accidents mortels dans les cabines. Ouais. J'ai été appelé à l'ancien DDK en me disant non, les formations que vous donnez commencez à avoir ces effets positifs parce qu'il y a moins d'accidents mortels dans les cabines. Dans les cabines, on n'avait pas connaissance parce que le courant d'ailleurs est invisible, vous savez. On ne le voit pas, l'énergie électrique au passage. À part s'il y a déjà les courants de Foucault qui apparaissent, donc ça dégage de la chaleur. Mais ça, c'est déjà trop tard. Si on est en contact, c'est fini. Alors, j'ai donné des stylos, le VPT, à tous les formés, surtout qui rentrent dans les cabines. Les stylos, c'est les stylos spéciaux, en fait, qui sonnent à l'approche d'un conducteur actif. Effectivement, ça permet de vous alerter qu'attention, il y a du courant. Attention, il y a du courant. Alors, est-ce qu'on pourra mettre fin et faciliter à tous les ménages d'accéder à l'électricité tant qu'il y a les départs uniques. Ces systèmes-là, des départs uniques, c'est la mode à Kinshasa. Est-ce que avec le système solution énergétique, voilà, est-ce qu'il y a une solution? Quand on a un départ unique, on saute 10, 20 parcelles, on est seul avec l'électricité. C'est bien ça se fait aussi en France, je pense. Non, c'est interdit ça. C'est vraiment proscrit dans la loi. C'est strictement interdit d'avoir des départs uniques. C'est discriminatoire en fait. L'effet d'avoir un départ unique, c'est comme si tous les autres citoyens n'existent pas. Toutes les autres familles ne sont pas humains et on serait nous-mêmes humains d'avoir son courant propre pour soi-même. Non, Inga n'est pas fait pour une seule personne, ni pour 2 personnes. J'allais dire un petit truc là, peut-être, bon, ça ne va pas choquer, mais il faut que je le dise quand même. Vous voyez, le président de la République est alimenté par la Régie des eaux. Hein, la présidence n'a pas un départ unique de son robinet d'eau, de la source de rétention d'eau, jusqu'à la présidence. Non, il a les mêmes tuyaux d'eau qui alimentent toute la population. Non. Et dans le même principe pour l'électricité, donc ça doit être comme l'air. L'air est pour tout le monde. L'eau est pour tout le monde, l'électricité également pour tout le monde. On ne doit pas avoir des départs uniques pour privilégier une famille, pénaliser toute la population. Et ça crée aussi... Et donc c'est interdit par la loi? Ah non, ça doit être interdit par la loi, et, sauf pour les établissements de santé. Pour l'établissement de santé, voyez-vous, comme les maternités, où il y a les couveuses, là, ils doivent avoir le départ unique. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait coupure. S'il y a des bébés sous couveuse, il ne faut pas que le bébé soit asphyxié par manque du courant, par manque d'oxygène qui les permet de rester en vie. Donc ces services-là, la morgue, éventuellement pour que les chambres froides ne soient pas dégélées, c'est-à-dire rester congelées, et puis éventuellement les urgences, les radiologies. Ça doit avoir des départs uniques ou sinon des systèmes qui leur permettent d'avoir du courant stable avec des ondulaires. Voilà. Alors, voilà un secteur qui peut enrichir la plupart des Congolais, les jeunes, vous l'avez dit, mais qui n'est pas financé, qui n'attire pas. Il n'y a pas assez d'investissement dans le secteur. Et pourquoi? Parce que ça coûte cher ou bien les gens ne connaissent pas ou comment? Vous l'avez même dit, la loi attire beaucoup, mais bon, on n'investit pas dans le secteur. Pourquoi? Si, il y a des investissements qui se font par des personnes bien conscientes de l'importance de l'énergie électrique, mais c'est bloqué par plein de taxes qui te bloquent. Il ne peut pas te laisser développer ton activité. Parce que de toute façon, tu vas faire de l'argent, donc du coup, il te le prend déjà d'entrée. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Il faut que l'État accompagne toutes les initiatives dans ce sens-là pour permettre aux petits créateurs de créer son truc et de développer son secteur et de créer de l'emploi en plus. Ça permettra même à la jeunesse qui déambule d'avoir des occupations professionnelles. Voilà, nous arrivons vers la fin de notre émission, mais voilà...
Tout ce qu'on a comme potentialité, 65 ans après, M. Nsiala, la RDC ne parvient toujours pas à relever ces défis. Que faire? Ben, il faudrait qu'on passe bien l'information. Je salue votre initiative et d'en parler, de communiquer, et que les autorités prennent conscience de l'importance de l'énergie électrique pour notre développement, que lors de leur passage, une fois, ils auraient pris de bonnes décisions pour que la nation tout entière profite d'un courant stable, qu'on n'ait plus à se plaindre de délestage, qu'on n'ait plus à perdre du matériel comme la SNEL est victime actuellement des transformateurs qui brûlent. On a dit le mot délestage, non, plutôt avarie, pour ne pas citer les problèmes dont souffrent nos différents transformateurs. Ouais. Et pour éviter tout ça, il faudrait qu'il y ait les formations, les informations, comme vous le faites. Ouais. Et j'avais préparé un petit mot. Les mots, vous les direz, mais juste une petite question qui restait. Hein. Oui, allez-y. Nous ne parlons pas seulement de Kinshasa. Oui. La télé suivie est un peu partout. Au niveau national. Et pourquoi il y a peu de ménages qui sont desservis à l'intérieur, dans des provinces? Ici, on parle d'1%. 1% seulement, c'est dommage, ouais. Dans le milieu rural, 1% est desservi. Et dans les milieux urbains, on parle de 22%. Pourquoi? Ben, je dirais, pour être franc, c'est l'égoïsme. Parce que c'est un pays qui est considéré par le monde, c'est un pays très très riche, la RDC. Financièrement, ce n'est pas les moyens qui nous manquent, mais c'est la volonté de bien faire les choses. Sinon, c'est l'égoïsme qui fait que l'argent étant là, c'est lui qui en a possession, il se le met de côté. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'investit pas. On n'investit pas. Créer l'emploi. On n'investit pas. On n'investit pas. Et c'est ça qui est dommage. Parce que comment renverser la tendance? Eh ben, faut mobiliser, il faut informer, conscientiser l'importance de l'énergie dans les petits villages pour que tous ces gens-là sont Congolais comme nous, doivent profiter de cette énergie qui est indispensable pour qu'ils puissent faire les transitions écologiques comme ils le souhaitent, qu'on utilise moins les charbons de bois, qui fait la déforestation de nos forêts. Eh ben, il faudrait qu'on amène du courant et qu'on arrive quitte à importer des usines, les usines vieillissantes dans certains pays, et dont j'ai un exemple que je peux vous donner, mais on n'aura pas beaucoup de temps. On peut racheter ces usines-là pour fabriquer certaines plaques déchauffantes ici, nous-mêmes, parce que tout vient d'ici d'ailleurs. Ouais, les fers sur lesquels ils utilisent là-bas, ça vient d'ici. Ouais. Les cuivres viennent d'ici. Ça part là-bas, ça vient de produits finis. Il faudrait que les autorités prennent l'initiative d'acheter les usines vieillissantes là-bas pour que nous fabriquions nous-mêmes nos propres produits. On a la capacité. Et là, c'est dans combien de temps? 30 ans, 50 ans? Bon. En tout cas, là, ce n'est plus... 3 ans, 5 ans? Non, ça ne se compte plus en temps. C'est lui qui commence. Ouais, parce que, après, la suite suivra. Parce que ça urge. Il faut avoir l'électricité maintenant. C'est maintenant. Et donc, les autorités étant informées de ce que nous sommes en train d'évoquer, les contacts sont là. On a toutes les relations possibles par rapport à mon passé. Je peux revenir en arrière, contacter tel ou tel. On a besoin de ça là-bas. D'abord, il ne demandera pas beaucoup d'argent. Une centrale peut coûter combien? Oh, ça dépend, parce qu'après, c'est une joint venture. Non, 10 millions? Non, il faut une joint venture, c'est-à-dire on s'entend avec des entreprises fabricants et ils ont besoin de tels produits. Nous, on a besoin de ça. Ils viennent, ils installent. Eh ben, ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer tout en contrôlant la quantité et c'est tout. Ça ne demande pas l'argent financier, ça demande juste la négociation. Joint venture. Joint venture politique pour que la personne qui arrive, il a aussi son intérêt. Nous, on a l'intérêt d'avoir la production locale pour distribuer l'énergie électrique dans tous les villages et permettre à notre pays de se développer harmonieusement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sébastien Nsiala. Un mot de la fin pour terminer. Vous avez un mot à dire? Oui, j'avais un petit mot. Bon, je voulais le lire parce que je l'avais écrit consciencieusement pour mes compatriotes téléspectateurs. Mes compatriotes congolais, alors j'avais dit ceci: le développement durable de notre nation passe par l'énergie. Et cette énergie doit être sûre, fiable et bien gérée. Voilà pourquoi les normes électriques sont aujourd'hui incontournables.
Elle permet de protéger nos vies, nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux et nos entreprises. Elles garantissent une distribution équitable d'électricité, préviennent les incendies et évitent les accidents mortels dus aux mauvaises installations. Respecter les normes, c'est aussi former notre jeunesse, créer de l'emploi, attirer les investisseurs et construire un Congo moderne et compétitif. Chaque prise installée selon les normes, chaque câble bien posé, chaque transformateur bien protégé, c'est un pas de plus vers l'avenir. Ensemble, adoptons les normes électriques pour notre sécurité, pour notre développement, pour notre fierté. Les progrès passent par l'électricité bien faite. Voilà. C'est sur ce mot-là, un mot qui touche, un mot qui doit être pris en compte par nos dirigeants, que nous bouclons cette émission. Grand défi de ce jour. Merci, Monsieur Sébastien Siala. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. C'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.